Sophie Del Duca est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. En effet, elle va nous parler aujourd'hui du jazz, mais quand on lit, enfin, elle ne m'a pas passé évidemment sa biographie, mais lorsque l'on observe sa vie en tout cas, et sa formation, on remarquera qu'elle a tout d'abord eu une formation au Conservatoire Royal de Bruxelles, où elle a appris le jazz classique. Ensuite, elle a étudié dans une école supérieure de communication. Et enfin, en dernier lieu, et elle n'en est pas sortie d'ailleurs, elle a fait un master en psychologie à l'Université libre de Bruxelles. Quand je dis qu'elle n'en est pas sortie tout à fait, c'est qu'elle a effectivement entamé une thèse de doctorat depuis quelques mois et qui l'amènera vers une destination encore inconnue à ce jour. Sophie Del Duca est passionnée depuis sa petite enfance, on peut le dire, par le jazz. Récemment, ou en tout cas pendant ses études universitaires à l'Université libre de Bruxelles, elle a créé, elle a fondé un cercle de jazz qui existe toujours d'ailleurs, et son souhait serait que les autres universités belges créent de semblables cercles de jazz. L'objectif de cet entretien que je vais avoir avec elle maintenant est d'essayer de comprendre d'où lui est venu cet intérêt pour le jazz pendant son enfance, pendant son adolescence, comment cet intérêt s'est développé pendant sa jeunesse, et d'ailleurs elle est toujours jeune, et ensuite il sera question dans un deuxième temps d'essayer tout d'abord de comprendre ce qu'est le jazz, mais surtout de savoir dans quel milieu ce type de musique se développe tant en Belgique qu'à l'étranger. Enfin, dans une dernière partie, elle nous parlera des programmes de jazz qu'il est possible d'entendre sur des programmes radiophoniques, par exemple sur Musique 3, et elle terminera en guise de conclusion sur les relations entre psychanalyse et jazz, parce que je n'ai pas dit, Sophie Del Duca est également psychanalyste. Donc première question, je vais être en cours de formation. Mais son regard, en tout cas de psychanalyste en cours de formation, est très aigu et prouve que cette formation est bien avancée en tout cas. Donc Sophie, la toute première question que je voudrais te poser concerne tout d'abord les origines de ton intérêt pour le jazz pendant ton enfance et pendant ton adolescence. D'où vient en fait ce goût pour le jazz? Alors c'est très amusant parce que la première compile que j'ai eue de jazz venait de Yves Saint Laurent. En fait, la marque a fait un parfum jazz en 88, oui. L'année de ma naissance. Et c'était une très belle bouteille, blanche et noire, comme ça. Et il donnait avec cette bouteille aux clients qui l'achetaient une compile de jazz. Et cette compile, il y avait d'excellents morceaux en fait. Il y avait il y avait du Errol Garner, il y avait du Count Basie, du Ella Fitzgerald, etc. Oui. Donc c'était tous des grands classiques, mais c'était des classiques bien choisis. Et cette compile tournait en boucle à la maison. Et donc les premiers solos que j'ai chantés, repiqués comme ça, parce qu'au début ça passe voilà, par le chant, par des premiers standards en tout cas que j'ai entendus, venaient de cette compile. Par après, voilà. Par ailleurs, mon père était guitariste, enfin est toujours guitariste, autodidacte, et il adorait Django Reinhardt, donc il repiquait des solos de Django Reinhardt à la maison, on écoutait Stéphane Grappelli, le Haut Club de France, donc toute la scène manouche, et plus tard du Biréli Lagrène, Florent Niculescu, Richard Galliano, enfin tous ces gens de la scène française manouche. Donc il était très fasciné par ça, donc j'ai beaucoup baigné dans le manouche aussi.
Donc les premiers styles de jazz que j'ai écoutés, c'était le swing, donc le jazz des big bands, donc avec cette compile, Count Basie, Ella, et le jazz manouche. Voilà, c'était un petit peu les premières choses. Par après, quelle est quelle est la caractéristique au fond du jazz manouche? Donc tzigane au fond. Le jazz tzigane est un jazz avec principalement des violons, de l'accordéon, contrebasse, voilà. Mais une des particularités du manouche, c'est que la rythmique se fait à la guitare. Oui. Donc il y a ce qu'on appelle une pompe rythmique pour une des guitares, et l'autre guitare improvise, plus le violon improvise là-dessus. Mais c'est un jazz à cordes principalement en fait. Voilà, ça c'est le manouche. Après le big band, une des particularités du big band, c'est beaucoup de cuivre. Donc il y a une section rythmique avec un piano, une batterie, une contrebasse, c'est ce qu'on appelle la section rythmique. Et puis à côté de ça, il y a des lignées de cuivre, donc des trombones, des trompettes, des saxophones. Donc c'est un groupe de minimum, on peut faire un big band à partir de 15 personnes, 15-20 personnes ou plus, hein, bon voilà. Mais c'est difficile de... Bon, il peut y avoir des petites formations de big band où ils sont un peu moins, mais ils sont au moins souvent une quinzaine. Donc ça donne un son voilà, très impressionnant. Et alors il y a l'intérêt aussi pour la soul. Oui, alors en parallèle de toutes ces musiques, on écoutait beaucoup Aretha Franklin, on écoutait voilà, tout. Et quand tu parles de l'enfance, c'est-à-dire ça correspond à quoi? Ta 5e, 6e primaire? Pour situer ça dans tes études, vraiment, ou c'est un peu plus tard? C'est déjà non, c'était depuis que je suis née, il n'y avait que ça à la maison. Il n'y avait que ça à la maison. Voilà. Donc tu es née dans la marmite, quoi. Complètement. Si on peut dire. Et puis adolescente, les goûts ont évolué vers plus de jazz fusion. Et donc là... Pendant ton adolescence, alors? Oui, une des particularités de la fusion... C'est quoi le jazz fusion? C'est un mélange de rock et de jazz. Donc il y a quand même des rythmes rock. Et une des particularités, c'est qu'il y a beaucoup de sons, de synthétiseurs, des sons de clavier un petit peu particuliers, des longs solos, donc c'est des morceaux très très longs avec des longues phrases d'improvisation. Oui. Et donc là, je me suis mise à écouter du Dave Weckl, Step Suede, du Chick Corea, Michael Brecker, enfin voilà. Donc c'était... Oui. Et ça, c'est un jazz qui peut correspondre un peu plus à l'adolescence. Voilà, c'est une manière de... Mais à cette époque-là, tu ne jouais pas encore du jazz, tu étais dans l'écoute. Tu as attendu le conservatoire ou déjà quand tu... Non, j'ai eu la chance d'avoir... Tu étais déjà dans une académie ou non? J'étais à l'académie. À 7 ans, j'ai commencé les cours de piano. Ah oui. Et j'avais un professeur qui était très sensibilisé au jazz, Georges Hermans, que j'ai adoré, qui m'a tout appris en piano. Et lui était très sensibilisé à ça et m'a parlé pour la première fois de Michel Petrucciani. C'est ça. Petrucciani, en fait, est connu dans le milieu du jazz parce qu'il avait une maladie rare, qui était la maladie des os cassants comme le verre. C'était une ostéogenèse imparfaite, et en fait, ça veut dire que quand il jouait, parfois, il se cassait voilà, les doigts, etc. Il faisait 1m10, il est décédé à 36 ans, mais c'était un virtuose du jazz. Il était extraordinaire en piano, il avait une indépendance des deux mains tout à fait extraordinaire. Et Georges, pour la première fois, m'a parlé de Petrucciani, m'a offert mon premier album de Petrucciani. Donc je me suis mise à écouter le jazz de Michel Petrucciani. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si tu as parlé d'Oscar Peterson. Oui, j'ai beaucoup écouté des pianistes de jazz adolescentes, donc plus les premiers, ça a été Chick Corea, Peterson et Petrucciani. Peterson parce qu'il était fascinant avec sa vélocité, voilà, il y avait une virtuosité chez lui que je ne retrouvais pas chez les autres, et donc voilà, ça a été les premiers pianistes. Mais par après, j'ai écouté du Bill Evans, du Keith Jarrett, voilà. Mais c'est venu avec le goût du classique un peu plus. Mais les premières années étaient vraiment très très jazz. Oui, car on peut le dire, tu as d'abord une formation de pianiste classique. Oui et non. Non? Oui, parce que la formation en académie est une formation de piano classique, mais vu que j'avais un prof qui adorait le jazz, en fait, très vite, il me donnait des morceaux qui étaient teintés de jazz. Donc, le classique, pour moi, est venu bien plus tard. En plus, à la maison, mes parents détestaient le classique. Donc, j'ai écouté mes premiers morceaux de classique à 18 ans. Oui. Mais pas avant. Donc, je ne connaissais pas le répertoire classique. On n'écoutait pas Chopin, Brahms et tout. J'ai découvert ça adulte, en fait. Voilà. Mais à l'heure actuelle, enfin, je peux le dire, tu es professeur de
piano classique plutôt. Oui, voilà, parce plutôt. que vu que je connais le solfège, que Oui. forcément les enfants on passe par là. Avant de pouvoir faire du jazz et d'improviser, il faut avoir des bases et un minimum, savoir jouer, connaître l'indépendance des deux mains, et ça passe par la musique classique. Et d'ailleurs, je le signale déjà parce que je pourrais l'oublier à la fin de notre entretien. Tu as fait un très long enregistrement aujourd'hui et c'est pour ça que je te remercie infiniment d'avoir accepté cet entretien en fin de journée. Tu as fait un enregistrement qui sera audible, si j'ai bien compris, d'ici un petit mois ou un bon mois sur YouTube, et tu pourrais me dire au fond quels sont les morceaux que tu as joués dans ce... J'ai enregistré 5 morceaux, dont Le clair de lune de Debussy, Oui. une barcarolle de Tchaïkovski et un nocturne de Chopin. Donc voilà. Il n'y avait pas un quatrième morceau dont tu m'as parlé tout à l'heure? Il y avait du Yann Tiersen aussi. C'est ça. Des morceaux de ce compositeur, pas les morceaux d'Amélie Poulain, mais des morceaux de son dernier recueil de 2016. Et donc, voilà. Tu envisages, avec d'autres bien sûr, tu ne serais pas seul, mais de faire un enregistrement de jazz aussi? J'aimerais bien. En fait, d'abord, je pense à m'installer comme psy, mais c'est vrai qu'avec dans les années à venir, si je pouvais un jour reprendre mon trio de jazz, voilà, j'en ai très envie. Mais c'est un peu le temps. Voilà. C'est ça. Alors on passe à l'âge adulte maintenant, qui correspond, j'imagine, à ton passage, enfin assez long, au Conservatoire royal de Bruxelles. Je dis que ça doit correspondre. Est-ce qu'il y a vraiment un lien étroit entre, comment dirais-je, les classes que tu as suivies, ou la classe que tu as suivie, sous la direction de qui encore? Tu me l'as dit tout à l'heure, mais j'ai oublié en jazz. Mes premières années à l'académie, c'était Georges Hermans comme professeur de piano. À l'académie, mais je parle au conservatoire. Au conservatoire, j'étais chez Éric Lénini. Je suis entrée au conservatoire francophone. Oui. Parce qu'il y a 2 conservatoires à pour Bruxelles. Le jazz. En jazz, il y a un conservatoire flamand et un conservatoire francophone. Oui. Et du côté francophone, la classe de piano, c'est celle d'Éric Lénini. C'est donc qui se trouve bien rue de la Régence, en face de... Mais nos bâtiments, on a une partie des cours rue de la Régence, des cours de piano, mais tous les autres cours se donnent dans la rue du Chêne, qui est la rue qui donne sur le Manneken-Pis. Oui, je vois très bien. Donc là, on est avec ceux qui font le théâtre. C'est quoi, c'est dans l'ancien Athénée Jules Bordet ou non? C'est pas, voilà, entendu. D'accord. Oui, tu es liégeoise, hein? Tout à fait. Voilà, entendu. Alors, à l'âge adulte, tu m'as dit que tu t'intéressais particulièrement au label ECM. Oui, ça fait partie. J'avais noté également d'autres noms, Brad Meadow, Robert Glasper, Kenny Kirkland, Kenny Garrett, j'ai noté également Eric Lignini, Pat d'Orséan, qui ont été vraiment tes maîtres, je crois. Non, en fait je t'avais parlé d'Éric Lénini et de Pat d'Orséan parce que c'est vrai que ces 2 musiciens belges, même si qui tournent beaucoup, mais qui ont fait d'ailleurs, je leur fais un petit clin d'œil, mais une grande partie de ma culture musicale. Ils ont une énorme culture musicale dans tous les styles autour du jazz, c'est-à-dire autant en hip-hop, en soul, en funk, plus le jazz, et donc ils m'ont vraiment ouvert à plein de styles différents et plein de références excellentes, donc je leur dois beaucoup pour ma culture musicale. Mais à côté de ça, c'est vrai que les goûts varient avec les années, s'ouvrent vers un jazz de plus en plus complexe, parce que je pense qu'on a l'oreille qui s'aiguise un petit peu et on attend d'autres choses, et donc en écoutant du Glasper, ça fait partie un peu de la scène jazz contemporaine en fait. Écouter Kenny Kirkland, il a joué avec Sting, c'était un pianiste extraordinaire qui est décédé malheureusement, mais que j'ai découvert grâce à Éric Lénini. Et alors ce sont en fait tous ces compositeurs, tu les as découverts à ce moment-là, mais est-ce que tu as en même temps, ils se sont ajoutés à tous ceux que tu nous avais cités précédemment à l'époque de ton enfance et de ton adolescence, ou est-ce que finalement tu étais davantage porté vers ces nouveaux compositeurs
et ces nouveaux honnêtement, aujourd'hui, je pense que comme beaucoup de musiciens de jazz, on prend autant de plaisir à écouter nos classiques. C'est ça. Et ce qu'on appelle les classiques, voilà, c'est réécouter du Bill Evans, réécouter du Oscar Peterson avec toujours autant de plaisir. C'est ça. Parce qu'on reconnaît voilà, leur génie et aimer vraiment le jazz contemporain pour pouvoir voilà, s'en inspirer et jouer différemment. Et c'est pour ça que Brad Mehldau aujourd'hui fascine autant de pianistes, parce que ce qu'il propose à l'heure actuelle est assez exceptionnel dans son intégration d'une part de la musique classique, des rythmiques choisies à la main gauche, de l'indépendance qu'il a aux deux mains, qui est quand même assez extraordinaire sur le plan rythmique. Donc voilà, il y a quelque chose dans son art du trio qui est tout à fait exceptionnel aujourd'hui, mais qui est très éloigné d'Oscar Peterson. Mais je veux dire, on sent qu'il a eu toutes ces influences aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste une référence majeure dans le jazz contemporain. Arrivé à ce point-ci de notre entretien, ce serait peut-être bien, dans la mesure où le public qui nous écoute, nos auditrices et nos auditeurs, participent peut-être d'une formation peut-être profane, c'est-à-dire qu'ils ne savent peut-être rien ou pas grand-chose en musique, peut-être de donner une définition de ce que c'est que le jazz. Ma question paraîtra peut-être énorme, elle aurait pu être posée d'ailleurs au tout début de l'entretien, mais je crois que pour un certain nombre de types de musique, de formes musicales, on entend souvent parler les gens de choses qu'ils ne connaissent pas. Et les spécialistes, du coup, comme toi, ne se rendent pas compte qu'ils s'adressent parfois à des gens qui utilisent des mots dont ils ne conçoivent pas, enfin, véritablement le contenu. Est-ce que tu pourrais donner d'une manière courte et audible pour tout le monde, par tout le monde, ce que c'est que le jazz? Le jazz a plus ou moins une centaine d'années, c'est de fin 1900, enfin, début 1900, pardon, voilà, fin 19e, début 20e. Alors, ça démarre avec le ragtime, ça passe par des tas de styles, on a le swing, on a le jazz modal, on arrive à la fusion, bon voilà, et puis on arrive... Donc ça traverse évidemment et ça se nourrit de tous les autres types de musique, vu que c'est une musique improvisée. Le jazz, c'est de la liberté sous contrainte, mais comme toutes les libertés, il n'y a pas de liberté absolue. C'est-à-dire que pour atteindre ce degré de liberté-là, on est obligé de poser des balises. Et ces balises-là, on n'a pas de partition écrite comme les musiciens classiques, mais on a néanmoins quand même une grille d'accords sur laquelle on est tous d'accord. Quand je dis tous d'accord, c'est que le jazz est une musique collective. Alors on peut faire du piano solo, hein, c'est un exercice d'ailleurs très difficile, mais a priori, si on veut jouer du piano jazz, on le joue en trio, au moins en duo, c'est-à-dire avec un contrebassiste, un batteur. Et sur cette base-là, à 3 par exemple, on va se mettre d'accord sur une grille d'accords. Souvent, on a ce qu'on appelle des real books de jazz, donc ce sont des recueils de tous les standards existants, mais ça n'empêche pas qu'on puisse en créer de nouveaux. Si on prend le cas d'un standard existant, on a, je sais pas, le morceau All of Me, Autumn Leaves ou quoi, on a des accords qui tournent, donc qui se suivent à intervalles réguliers. Et ces accords-là forment ce qu'on appelle une grille, et arrivé au bout de cette grille, on recommence à zéro et on suit cette grille, et on tourne en fait sur cette grille. D'abord, on fait le thème du standard de jazz, donc la chanson, la mélodie principale, le thème principal. Et une fois que le thème est terminé, on commence les improvisations. Et chaque soliste va improviser. Alors, le contrebassiste peut faire un solo, le piano va faire un solo, le batteur peut faire aussi un solo. Et donc, on va tous improviser, chacun à notre tour, tout en se regardant, parce que c'est aussi ça qui est particulier, on n'est pas toujours obligé de se regarder visuellement, on se sent aussi, voilà, il y a quelque chose, on sait un peu où est l'autre. Et alors, une fois qu'on a fini tout ça, on recommence le thème une dernière fois et le morceau se termine. Et donc, ça fait des morceaux qui peuvent durer 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Le soliste peut improviser autant de temps qu'il veut. Mais la contrainte qu'il y a, c'est qu'il y a des accords réguliers qui se suivent. Donc, si on se perd dans la grille, on peut se retrouver parce que il faut ouvrir ses oreilles et se dire « Ah là, il est plus ou moins à la moitié du morceau, j'entends ces couleurs-là, donc je peux improviser là-dessus. » Donc voilà un peu l'essence, je veux dire, de la musique improvisée. Après, ça prend des tas d'autres formes. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant des différentes scènes belges d'abord ou belges ensuite,
et les scènes, évidemment, des pays voisins, françaises, italiennes, nordiques, et alors au-delà américaines. Ou peut-être d'abord chronologiquement américaines. Aujourd'hui, quand on s'intéresse aux scènes de jazz, elles sont concentrées dans certaines villes. Après, c'est pas pour ça, il y en a dans le monde entier. C'est vrai qu'il y a un cœur à New York pour l'instant qui est très important. Il y a un cœur avec la Berkeley, donc l'école de jazz aux États-Unis. Oui. Donc là, il y a une belle scène, Boston, New York. Au niveau européen, on a une très belle scène à Paris. On a une scène en Belgique qui est vraiment extraordinaire. On a une scène du côté de l'Europe du Nord, Allemagne, tout ce qui est Suède, Danemark, parce qu'il y a un jazz nordique qui est assez particulier, assez épuré, et qui est représenté par le label ECM dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est un type de jazz. Et puis, il y a une scène italienne qui est très très belle aussi. Alors, je peux te citer des noms dans toutes ces scènes, hein, Oui. mais ça donne par pays, sans vouloir stigmatiser des scènes, des colorations particulières. Voilà, on a le jeu d'un Stefano Di Battista, donc qui est un saxophoniste italien, ne sera pas le même qu'un Stéphane Belmondo qui représente aujourd'hui la trompette qui est parmi les solistes français trompettistes de jazz. Ce ne sera pas la même coloration qu'un jazz belge. Mais voilà, ils ont tous leur particularité et voilà, c'est un petit peu... Donc quand on et toi, tu as une préférence à titre personnel? Moi, par mes origines, j'ai beaucoup écouté de jazz italien, j'ai beaucoup écouté de jazz français et je m'intéresse beaucoup à la scène belge, mais tout autant qu'américaine. Non, quand on est amateur de jazz, on aime tous les jazz dans le monde, peu importe. Bah, après, il peut y avoir un jazz cubain qui est extraordinaire. Voilà, on a un jazz brésilien. Donc, je peux pas dire que j'ai une préférence. J'ai pas de préférence. Et tu as des albums préférés? Oui, il y a des albums qui m'ont marqué, des albums de Kenny Kirkland, des albums de Kenny Garrett, que j'ai adoré, que j'ai écouté en boucle. Et puis des classiques, je reviens toujours à mes vieux Bill Evans, parce que ça me touche toujours autant. Des albums de Miles qui sont formidables. Est-ce qu'il y a des explications de type rationnel, entre guillemets, ou c'est plus purement de l'ordre émotif, ou bien il y a sur le plan technique des choses que tu trouves remarquables? Je ne m'intéresse pas du tout à la technicité, pas aujourd'hui. Pour moi, le jazz, c'est comme la peinture, c'est-à-dire qu'il y a des peintres qui touchent des gens et d'autres peintres qui ne touchent pas. Les gens sont touchés par un Picasso ou par un Francis Bacon, et puis on ne sait pas l'expliquer, et c'est parce que c'est en fonction de notre sensibilité. Il y a des solistes, quand ils improvisent, je me dis, ça, c'est exactement quelque chose, ça chante dans mon oreille. Donc c'est quelque chose que je pourrais, ou j'aurais envie, parce que je ne peux pas toujours techniquement le faire, mais j'aurais envie de jouer comme ça. Et ça me touche, mais vu que c'est de la créativité instantanée, par le processus d'improvisation, je veux dire, je ne peux pas savoir à l'avance qui va me toucher. Deux personnes qui aiment le jazz ne seront pas touchées par les mêmes solistes. C'est impossible. Alors, même si on est unanime sur certains noms, évidemment, parce qu'il y a des noms qui transcendent tout ça. Alors, tu m'as rappelé tout à l'heure que tu étais liégeoise, ce que j'avais oublié un temps, même si je le savais quelque part dans ma mémoire. Alors, à Liège, il y a un certain nombre de références, le Jacques Peltzer Jazz Club, oui. L'Archiduc, le Saint... Non, alors voilà. Ils sont à Bruxelles. Ils sont à Bruxelles. Ah, c'est parce que tu me les avais notés à Liège, entendu. En fait, il y a, voilà, si on doit aujourd'hui conseiller en Belgique à un amateur de jazz, oui. Alors on peut faire le tour des clubs. Donc les clubs, voilà, c'est vrai que le Jacques Peltzer Jazz Club est un club magnifique, donc là qui est situé à Liège. Et où ça à Liège? Alors, moi qui n'y vis plus depuis 12 ans, pour t'expliquer, c'est dans les hauteurs de Liège, mais je ne peux pas t'en dire plus, parce que je ne sais pas l'adresse exacte. Au niveau de Bruxelles, alors on a le Sounds qui est toujours là, donc qui est rue de la Tulipe, qui est près de la place Fernand-Coq à Ixelles. Oui. Il y a l'Archiduc qui est rue Antoine Dansard. Oui, dans le centre, alors là vraiment, en plein centre-ville, voilà, près de la Bourse. Tenu tout à fait par Jean-Louis Hénart. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, avant on avait malheureusement le Bravo, mais voilà, il a dû fermer. Mais ça a été à nouveau. On a la Jazz Station, évidemment. Jazz Station qui est du côté de Madou,
chaussée de Louvain, oui. sur Saint-Josse. Jazz Session, il y a une très belle programmation aussi. Et puis il y a des lieux comme le Théâtre Marny qui proposent voilà, des sessions de jazz, le Winter Jazz, ils ont des festivals comme ça. Donc, et ceux que tu as cités, je veux dire, on peut les écouter quoi, le vendredi soir, le samedi soir, j'imagine qu'il y a des moments... c'est tous les soirs, sauf le dimanche, de 21-22h à 1h du matin. L'Archiduc, il programme peut-être pas tous les jours, c'est peut-être les mercredis, jeudi, vendredi, samedi, peut-être plus. Je ne sais pas s'il programme les lundis, mardis. Et ce sont des trios en général? Oui, plutôt à l'Archiduc, c'est plutôt quartet, max quintet, mais c'est petit, donc on ne peut pas non plus mettre un big band, bon, c'est rare. Mais il a une programmation plutôt internationale, même s'il programme quelques groupes belges. La Jazz Station programme beaucoup de groupes belges, plutôt. Et c'est où ça? À Saint-Josse. Oui, le chaussée Louvain. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, après, les amateurs de jazz peuvent aller au festival. Alors, on avait le Dinan Jazz, on a le Gen Jazz qui est exceptionnel, avec une programmation internationale où on peut écouter du Herbie Hancock et du Wayne Shorter. Enfin, ça, c'est incroyable, Jazz Middle Line, etc. Et on a un site qui centralise toutes ces informations, qui est jazzinbelgium.com, .be, je ne sais plus, mais Jazz in Belgium, où toute personne qui souhaite écouter un concert de jazz met la date et elle a toute la programmation en Belgique en fonction des villes, dans tous les clubs, de ce qui se produit. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ça. Est-ce que tu ne m'avais pas dit, sauf erreur de ma part, mais dans une conversation qui remonte maintenant à quelques mois, que tu avais participé à des émissions radio sur Musique 3? On a participé, donc il y a au niveau des médias du jazz, on a évidemment l'incontournable émission de Philippe Baron sur Musique 3. Et c'est quoi, vers 18h en général? Vers 18h, voilà. Il reçoit depuis, je sais pas, 25-30 ans la scène de jazz belge et parfois internationale. Et on a participé aux émissions chez Philippe Baron par rapport au cercle de jazz que j'ai créé avec d'autres étudiants de l'ULB. Oui. Parce qu'il a fait la promotion. Pour nos auditeurs auditrices, c'est bien l'Université libre de Bruxelles. Voilà, de l'Université libre. Voilà, et donc dans ce cadre-là, on est allé parler des activités du cercle de jazz chez Philippe Baron. Voilà. Et au fond, quand tu as fondé, avec d'autres, je suppose, ce cercle de jazz de l'université, c'est à la suite de discussions autour d'une table, dans un café, dans un bar, au restaurant, ou en cours, que vous vous êtes dit, ben voilà, ça vaudrait peut-être la peine de créer quelque chose. Comment ça s'est passé, cette fondation? C'est lié à ma formation, parce que vu que j'avais fait le management d'artistes avant, et que je n'avais pas exercé dedans, vu que j'avais repris dans la foulée des études de psychologie. Mais ça, c'était dans tes études de communication. Oui, mais le management d'artiste, c'était pendant mes études de communication. C'est ça, pendant tes études. Je n'ai pas eu le temps d'exercer là-dedans, vu que j'ai enchaîné avec la psychologie. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quand même quelque chose de ce diplôme. Donc j'avais envie de faire un projet de communication. Oui. Et à défaut d'avoir fait le management d'artiste, quand j'ai vu le cadre de l'université, je me suis dit, mais c'est un bon cadre pour programmer à la fois des artistes belges, connaître les jeunes talents de l'université, et en même temps pour avoir ce soutien-là de l'université en termes de salles disponibles, de moyens de toucher un large public, parce que c'est quand même 26 000 personnes. Voilà, donc, et tout ça, en fait, j'en ai discuté avec un ami, Olivier Collot, que je salue, qui s'occupait de la nocturne de l'Université libre de Bruxelles, qui est un événement annuel qui centralise avec plein de concerts sur le campus. Et il m'a dit, mais pourquoi tu ne crées pas un cercle de jazz? Et donc, voilà, c'est parti de ça, en fait. Et un jour, c'est très amusant, et je lui fais un coucou aussi au passage, j'étais dans un auditoire de psychologie, et j'ai vu mon voisin de rang, qui était juste en face de moi, avait sur son fond d'écran des albums de jazz. Et il s'appelle Kenzo Nera, et c'est avec lui que j'ai fondé le cercle au début. Je lui ai dit, j'ai envie de faire un cercle de jazz, est-ce que ça te dit? Et il a été président de ce projet. Et donc on s'est entouré après d'étudiants,
On a assuré la présidence au début, puis Timothée Demann l'a repris, Tanguy Jean-Bart, aujourd'hui c'est Daphné Van de Wael, et ils ont tous fait un boulot formidable, et donc ça fait maintenant 4 ans que ça existe. Ils proviennent d'horizons divers, de différentes facultés, ou bien il y a quand même au départ les psychologues qui restent très présents. Alors, on était 2 psys à la base, donc c'est vrai que c'est amusant, et Kenzo fait aussi une thèse de doctorat, donc, et tout en développant ses projets musicaux sur le côté, parce qu'il est harmoniciste. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on était tous, on avait tous cette double formation d'être à la fois musicien et universitaire sur le côté. Donc, c'est ça. Mais pas tous, parce que je pense pas que Daphné fasse de musique pour l'instant, mais après elle est férue de culture, et en tout cas il y avait ce double goût pour d'un côté la vie universitaire et nos études dans des formations diverses, hein, parce qu'il y en a un de musicologie, un de Solvay, une de gestion culturelle, donc voilà, mais un appétit pour la culture et voilà, un goût en tout cas pour la musique. Et puis on a fondé après le Big Band grâce à Lucien Midaven qui faisait partie du cercle. Et parce qu'on s'est dit, il y a un orchestre classique dans les universités, il n'y a pas d'orchestre de jazz. Et on a eu envie que voilà, notre université ait aussi un orchestre de jazz. Et le Big Band a eu beaucoup de succès, ils ont fait un travail remarquable, avec Rob Spielberg qui l'a dirigé et qui le dirige toujours. Et ça part un peu du modèle américain, des universités américaines qui possédaient leurs orchestres de jazz et leurs clubs de jazz dans les universités. Chez nous, c'est pas très courant. Et on a eu envie de ça parce que voilà, pour les balles de promo, pour les promotions en fin d'études, voilà, ça anime et ça apporte autre chose, une autre touche dans les universités que de la musique classique un petit peu, même si j'adore. Voilà. Et quand tu dis du succès, ça veut dire qu'on le retrouve essentiellement, parce que tu as cité des événements proprement universitaires, quand tu parles de balles de promotion, de choses comme ça, mais est-ce qu'il y a un public extérieur aussi à l'université qui vient ? On a fait des partenariats avec d'autres lieux externes à l'université. Oui. On a travaillé avec le théâtre Marny, le théâtre Mercelis, on a pu programmer des groupes, donc, et je pense que les partenariats doivent se développer. Mais c'est vrai qu'on essaye de rester fidèle à notre charte, qui est de faire du jazz à l'université, pour l'université, par les universitaires. À la base, c'est un petit peu ça le deal. Voilà. Mais rien n'empêche qu'on fasse des partenariats. Ils ont fait avec le Big Band un échange avec l'université de Groningen, où ils ont échangé les 2 Big Bands, parce que cette université a son Big Band. Oui, oui. Et donc, voilà, ils sont partis là-bas, ils ont été joués là-bas, et ils les ont accueillis ici, etc. Donc voilà, ça, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Mais on aimerait bien, idéalement, que voilà, la VUB ait son Big Band de jazz ou son cercle de jazz, l'Université de Liège, l'UCL, pour pouvoir centraliser tout ça et faire un réseau interuniversitaire autour du jazz. C'est très riche pour les universités. C'est une scène d'improvisation, une scène de liberté, de créativité, ça détend. On a invité des danseurs de swing de l'Indie Up pour venir danser sur nos événements. Et voilà, la page Facebook est là. Voilà, le cercle de jazz. C'est formidable. Et alors, lorsque nous avons préparé ensemble cette interview, tu m'avais indiqué comme dernier point dont nous pourrions traiter, je ne sais pas si c'est les relations entre jazz et psychanalyse, ou en tout cas aborder cette thématique-là. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que bon, toi tu es effectivement, tu joues du jazz, tu es psychanalyste, même si tu es très modeste, en tout cas, tu es plus qu'en formation, en tout cas tu es psychologue de métier. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu cette problématique que tu avais mis en avant? Ou bien c'était pour me titiller, ou pour t'ennuyer toi-même que tu avais mis et que tu regrettes a posteriori cette thématique? En fait, ce qui est particulier dans les écrits psychanalytiques contemporains, c'est que les psychanalystes écrivent beaucoup sur la littérature et sur la peinture, voilà, mais très peu sur la musique. Ça a été déjà remarqué, je me souviens, par Janine Chasguet-Smirgel, quand elle a écrit un bouquin sur la psychanalyse de l'art, elle disait qu'effectivement, dans le domaine de la musique, comme si, je ne sais pas, c'est curieux, comme si les psys étaient plus portés, ou bien parce qu'il y a peut-être une difficulté à analyser ce type de langage particulier sur le plan artistique, et que c'est plus facile effectivement de travailler sur des écrits ou sur voilà, et pourtant il y a une musique symbolique aussi, hein, bon,
Voilà, mais tu parlais de Debussy d'ailleurs tout à l'heure, non? Oui, c'est un travail à faire, et sur les biographies des musiciens, parce que je pense qu'il y aurait vraiment de quoi faire pour analyser un peu la trame, voilà, et les signifiants dans leur vie qui ont été marquants, etc. Donc ça peut être très intéressant. Mais oui, sur un travail sur les œuvres aussi, ça c'est certain. Oui, après, le seul lien, enfin pour l'instant, que je peux faire en psychanalyse et jazz, c'est que c'est le jazz qui m'a amené quelque part à la psychologie, à la psychanalyse. Parce que j'étais professeur de piano, enfin je suis toujours professeur de piano, mais durant mes études. Et j'ai rencontré des élèves qui avaient des profils particuliers, enfin chaque élève évidemment a sa singularité, mais je crois que j'ai eu envie d'être attentive à cette singularité-là. Et c'est la formation en management d'artistes aussi qui m'a amené à ça, en me disant, tiens, comment est-ce qu'on manage des artistes aujourd'hui? On ne manage pas ça comme un produit voilà, de marketing, c'est des sensibilités à gérer, c'est des singularités à gérer. Comment est-ce qu'on fait en tant que manager quand on est dans une logique commerciale, économique, pour manager une sensibilité particulière? Et pour ça, il faut être à l'écoute de la singularité de l'artiste. Et c'est quelque chose que la psychanalyse apprend. C'est quelque chose, c'est un engagement en tout cas qui tient à cœur à la psychanalyse, c'est d'être attentif à la singularité de chaque sujet. Et c'est en voyant un peu les lacunes par rapport à ça. À la base, je voulais être psychologue pour musicien, c'était un peu ça l'idée. J'avais envie de. Je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Donc, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des souffrances récurrentes chez les musiciens. Ils pouvaient avoir des formes de dépendance. C'est pas un cliché de dire qu'il y a des dépendances à l'alcool, parfois aux drogues, des difficultés familiales, enfin, bon, comme dans toute personne un peu créative, voilà, peut être créative parce qu'il y a une souffrance qui est derrière, c'est possible, mais sans vouloir entrer voilà, dans les clichés. Et donc, être attentif à ça pour les aider dans leur art, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et avec mes élèves, et avec des musiciens professionnels. Donc, ça, c'est le lien que je peux faire entre psychologie et... Pour les aider dans l'art. Et inversement pour débloquer des nuages, quoi. Parfois, je pense que dans la créativité, ils peuvent être très créatifs quelques années, puis avoir un blocage, un nouage, quelque chose qui ça ne s'inscrit plus, ils sont perdus, et parfois peut-être que voilà, donner ce petit coup de pouce là avec une écoute de la singularité, de leur histoire, ça peut aider, je pense. Tu aurais dû psychanalyser Rossini, puisque comme tu sais, il a arrêté d'écrire des opéras relativement jeunes, et puis pendant 40 ans, c'était fini. Oui, il y a comme ça des artistes, on se demande qu'est-ce qu'il fait, que voilà, et puis après il n'y a plus rien. Voilà. Non, mais il y a comme ça des artistes, Racine, alors là c'est plus dans le domaine de la musique, la même chose, il a écrit toutes ces 12 tragédies en 10 ans, entre 1667 et 1677. Fini après. Mais il y a parfois comme ça à un moment donné, c'est extraordinaire, c'est un volcan, et puis voilà, Rimbaud, c'est un peu le même cas aussi. Mais il y a des questions, parfois on se dit, mais comment ça se fait que ça surgit à un moment donné, et puis ça se tarit, et puis il n'y a plus rien. Voilà, mais enfin bon, moi je ne suis pas psychanalyste. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu l'envie. Et puis je pense qu'être musicienne et psychanalyste, c'est être à l'écoute de la petite musique de chacun. Ah oui. Et l'oreille musicale. L'écoute flottante. Voilà, l'écoute flottante. Je peux te dire par rapport à ça. Voilà. En tout cas, un grand merci. Je me demande, et je suis sans doute pas le seul à me poser cette question-là, comment tu parviens à mener dans un équilibre harmonieux et serein toutes tes activités, à la fois de chercheuse dans le domaine de la psychologie et même de la psychanalyse, parce que ta thèse est plutôt une thèse qui porte sur la psychanalyse, d'autre part tes activités comme musicienne et comme professeur de piano, voilà, et puis tes activités professionnelles autres, enfin je veux dire, c'est quand même pas évident, et tu parviens, est-ce que ces différentes activités se soutiennent l'une l'autre? Est-ce que l'une à un moment donné ne prend pas comment dirais-je, n'est pas trop chronophage sur les autres activités? Comment tu vis tout ça? Parce que tu es un être humain et par conséquent, il faut pouvoir gérer, ne fût-ce que dans le temps, tout ça, dans le temps. J'essaie de faire les trois. Ce qui est sûr, c'est que l'écriture a une
place importante et je pense que la thèse satisfait ce besoin-là, ce besoin d'écrire. La musique est indispensable parce que ça me détend. Si je suis trop dans le milieu cérébral, enfin les milieux intellectuels, j'ai un moment où j'ai besoin de déconnecter et les milieux musicaux me font un bien fou pour la spontanéité qu'on y trouve, mes amis musiciens sont très précieux et je n'arrive pas à... Je trouve ça très riche en fait de pouvoir aller dans des sphères différentes quoi, et pouvoir passer d'une sphère à l'autre et de se détendre. Et si je suis dans une sphère, l'autre me manque, donc je ne peux pas choisir entre les deux, mais j'ai besoin des deux. Et je ne peux pas renoncer à ça. Donc, Mais quand tu dis que être uniquement dans des activités de type, et je reprends ton expression cérébrale à un moment donné, mais non, tu dois faire quelque chose, mais dans tous les cas, tu es quand même dans la créativité, parce que lorsque tu écris, lorsque tu cherches, tu es quand même dans une forme d'enfantement, parce que tu fais d'une matière quelque chose d'autre, tu transformes une matière que tu malaxes à ta manière pour en produire quelque chose qui est de l'ordre effectivement de l'intelligible et qui ne relève pas, je dirais, de l'émotion, quoique peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, tu es dans la créativité dans tous les cas. On ne peut pas dire que tu es dans l'action dans un cas, sauf peut-être si tu as des activités en tant que clinicienne, mais ta thèse, ce n'est pas une activité de clinicienne, c'est un travail de réflexion, et alors quand tu es musicienne, tu es effectivement dans une activité d'action, mais enfin, tu es avant tout dans la créativité. Même si tu interprètes, en interprétant, il y a quand même cette part qui t'est propre et qui n'est pas simplement de la répétition. Enfin, ceci dit, je ne suis pas musicien, donc je suis peut-être en train de dire des bêtises, hein, mais j'essaye de voir un petit peu comment tout ça peut se passer dans ta tête. En fait, c'est une différence de rigueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon métier, mon premier métier, c'est d'être psychologue, d'être chercheuse, et c'est dans ce domaine-là que je vais placer ma plus grande rigueur. Oui. La musique, j'ai choisi de ne pas être musicienne professionnelle. Et voilà, ça s'est mis comme ça, en fait, pour des tas de raisons. Donc, quand je suis dans la musique, je n'ai pas cette même exigence que je peux avoir dans la recherche ou dans la psychologie clinique. Et c'est pour ça peut-être que je fais de la musique classique aujourd'hui, que je suis revenue au classique, parce que le fait de simplement interpréter et de ne pas créer, je reprendrai la création pure du jazz plus tard peut-être, mais ça me permet pour moi c'est de la pure détente en fait, parce qu'il y a une partition écrite et le plaisir que j'y prends c'est d'interpréter. Et c'est une forme d'exigence, mais elle est beaucoup moins absolue que dans le jazz. Le jazz est difficile pour les femmes et difficile pour tout musicien de jazz aussi, parce qu'il y a une grande exigence. Vu qu'on est face à un vide et qu'on doit venir l'enrichir d'un apport tellement intime de ce qui sort de nous, des improvisations qui sortent de nous, on est exigeant avec ça, c'est difficile de lâcher ça. Et c'est parfois difficile pour des femmes aussi, et je pense que voilà, il n'y en a pas beaucoup dans le milieu du jazz, des instrumentistes, parce qu'il faut aussi s'affirmer dans un milieu très masculin. Voilà, c'est une réalité. Donc, et c'est difficile d'exprimer cette créativité aussi intime avec l'exigence qu'on y met. Donc pour moi, le jazz, c'est la chose la plus exigeante. Mais c'est pas là-dedans que je choisis de la placer. Mon exigence aujourd'hui, elle est dans la thèse de doctorat, elle est dans la psychologie clinique. D'abord dans la musique classique pour me faire du bien, voilà, parce que ici, la musique classique, c'est juste interpréter. Et puis un jour, je reviendrai au jazz. Voilà. Et peut-être que j'avais besoin d'être plus armée aussi pour pouvoir aller me lancer dans le vif du jazz, parce qu'il y a quelque chose dans le bassin, je pense, qui est pas simple, et encore moins pour des femmes. En tout cas, encore un grand merci pour l'entretien que tu nous as accordé. Quand je dis nous, ce n'est pas évidemment un nous majestatif, je parle ici de nos auditrices et nos auditeurs. Et si je t'ai posé ces dernières questions en fin de discussion, c'était essentiellement pour voir quelle était la part de ce qu'il y a de vraiment personnel, même si déjà tu l'as introduit dans les premières questions que je t'ai posées quant à
la naissance de ton intérêt pour le jazz, parce que je crois que c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre la genèse comme ça d'un intérêt. Mais alors, effectivement, dans le présent, il y a la gestion, puisque c'est un mot à la mode, la gestion d'un emploi du temps qui répond à des exigences professionnelles, bien sûr, à des nécessités liées à des activités professionnelles, où il faut, et je crois que c'est le cas de beaucoup de nos contemporains, lier, si je puis dire, l'utile à l'agréable. Encore un très grand merci. Et j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir un nouvel entretien, peut-être un peu plus tard, mais alors peut-être dans le domaine de la recherche psychanalytique. En tout cas, un grand merci, Sophie.